Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle émission dans le micro de Lilou. On parle de tout ou presque et aujourd'hui je reçois donc sur le plateau de Jade FM Elisabeth Donnelly et Jacques Ravaud, originaires tous les deux de la région parisienne et qui ont acheté en juillet 2013 une ancienne ferme dans un secteur bien particulier. Alors bonjour Elisabeth, bonjour Jacques et merci d'avoir accepté de venir dans le studio de Jade FM pour nous parler de votre jardin extra pas ordinaire que vous ouvrez d'ailleurs au public depuis plusieurs années dans le cadre entre autres des Journées européennes du patrimoine qui se déroulent ce week-end 21 et 22 septembre. Bonjour Elisabeth. Bonjour Lilou, bonjour les auditeurs et auditrices. Très bien, bonjour Jacques. Bonjour Lilou. Alors, un jardin extra pas ordinaire. Jacques, pourquoi ? Nous avons acquis cette propriété, voici donc 11 ans. Après de nombreuses recherches sur la région, pendant pratiquement 2 ans, nous avons prospecté Pornic et les alentours pour trouver un lieu, parce que nous souhaitions venir nous installer à Pornic. D'accord. Et jusqu'au jour où nous avons visité ce lieu que vous dénommez pas extraordinaire. Alors, pas ordinaire. Extra pas ordinaire, voilà. Alors, ce lieu, pour nous, il était bien situé dans un lieu calme, à proximité du centre-ville, à proximité des commerces, de la plage aussi. Vous veniez en vacances à Pornic ? Alors, pendant les 2 années qui ont précédé, nous venions effectivement, non pas en vacances, mais nous louions hors saison, estivale, justement, parce qu'on voulait sentir un petit peu quelle était l'atmosphère pornicaise en période hors estivale et l'hiver. D'accord. Voilà. Et donc, nous avons loué en particulier aux Grandes Vallées pendant 1 an et demi, et puis également à Gourmalon pendant environ 6 mois, avant de trouver justement ce lieu pas extraordinaire. Extra pas ordinaire. Voilà. Donc là, lorsque nous l'avons visité, disons que la dimension de la maison correspondait un petit peu à nos attentes. Et puis surtout, nous avions la possibilité d'y réaliser des travaux pour un petit peu améliorer son confort et puis la remettre. Alors là, vous parlez de la ferme, en fait. On parle de la ferme, de la maison. De la maison, oui. Là, je parle de la maison. Alors, le jardin nous plaisait aussi parce qu'il était d'une belle taille. Il était envahi un petit peu par la végétation, mais enfin, ça ne nous faisait pas peur. Et puis, nous y avons découvert alors 3 dolmens. Pour nous... vous dites ça comme si... 3 dolmens, comme si c'était normal. Oui, parce que pour nous, c'est une originalité, c'était une curiosité d'avoir ça dans son jardin, mais sans plus. Ah d'accord, ok. Oui, sans plus. Et puis donc, cette présence, ça nous a pas particulièrement intéressés dans un premier temps, mais ça ne nous a pas rebuté non plus. D'accord, ni l'un ni l'autre. Voilà, tout à fait. Et le fouillis végétal, on en ferait notre affaire. Moi, j'aime bien jardiner, donc c'est quelque chose qui m'intéressait. Et concernant justement les dolmens, moi, j'avais eu l'occasion de visiter des sites mégalithiques. Qui n'est pas allé à Carnac. Moi voilà. Ah bon, d'accord. Mais j'avais visité Carnac, la table des marchands à Locmarie-Ecker. Mais bon, par simple curiosité, sans plus. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok, c'est étonnant. Donc, pour résumer, dans votre jardin, Jacques, Elisabeth, 3 dolmens qui datent de 5500 ans, 2 familiales et 1 collectif. Elisabeth, dites-nous un petit peu plus là. Oui, notre jardin, donc, qui est dénommé habituellement site des 3 squelettes, fait partie d'une nécropole, la nécropole de la Motte, avec le tumulus des Mousseaux. Le tumulus des Mousseaux, vous pouvez le voir, il est public, il appartient maintenant à la mairie de Pornic, qui se situe au bout du chemin des Mousseaux, à la rencontre avec la rue Guinemer. Donc une nécropole, c'est un espace funéraire, nécropole voulant dire cité des morts en grec. D'accord. Et une nécropole est toujours située sur un sommet
pour que l'ensemble des habitants puissent voir ce site, avec de l'eau à proximité, une rivière, un fleuve, une mer. D'accord, et c'est le cas, donc là, puisqu'on est sur le sommet de Pornic. Hein. Exactement, le sommet de Pornic, le moulin qui est situé donc aussi sur cette nécropole, témoigne de la hauteur maximum de Pornic. Un moulin dont on va parler un tout petit peu en fin d'émission. Donc, 5 dolmens ont été répertoriés dans le jardin, dont 3 sont en assez bon état, et certains caveaux non fouillés gardent encore leur mystère. Ok. Et 3 squelettes, parce que 3 squelettes humains ont été trouvés dans l'un des dolmens, d'où ce nom. Le dolmen, donc le dolmen, non, les 3 squelettes. Ouais. Hein, d'accord. Donc, on rappelle quand même que c'est grâce au baron Olivier de Wisme, hein, je ne sais pas si sur ça se prononce. De Wim, d'accord, qui, à la fin du 19e siècle, avait coutume de passer l'été à Pornic ou à Sainte-Marie. Hein, et il a présidé, entre autres, la Société archéologique de Nantes de 1878 à 1880. Et c'est lui qui a découvert cette nécropole vers 1875. Racontez-nous un petit peu, Jacques. Oui, en effet, c'est à l'été 1875 que le baron Olivier de Wim a entrepris des fouilles après avoir obtenu les autorisations du propriétaire des lieux, qui était Monsieur Blandin, qui fit construire la villa de la Calypso, d'ailleurs, oui. Et qui fit également construire le magnifique, aux Grandes Vallées, le kiosque. Très bien, voilà, d'accord. À l'époque. Parce qu'il voulait une vue sur mer. Il voulait une vue sur mer pour pouvoir de temps en temps, comme à l'époque d'ailleurs, où on se protégeait des vents, du mauvais temps, mais en regardant la mer. Superbe. Voilà. Donc c'était lui qui était propriétaire des lieux. Et il y avait un occupant qui était Monsieur Guimaron, qui était donc fermier, mais également, je crois, meunier, puisqu'il y avait le moulin qui se trouvait à côté, et que la maison que nous avons donc achetée était la maison du meunier. Alors il disposa d'1 mois pour réaliser ses travaux, et il commença les fouilles. Alors là, vous parlez du baron. Hein, le baron de Wim, oui, tout à fait. Il y avait 1 mois pour faire ses fouilles. Voilà, pour faire ses fouilles. Alors il se fit sans doute entourer par nombre de petites mains, quand même. Oui, il faut creuser, pour creuser, pour transporter les déblais et autres. Et donc il commença les fouilles dans un dolmen qu'il nomma le dolmen de la Croix, un petit peu en raison de sa forme, puisque ce dolmen était composé d'une allée centrale et de 3 chambres, 2 latérales, une à gauche, une à droite et une tout à fait au fond. D'accord. Donc ça avait la forme d'une croix, mais ça n'a rien à voir avec la religion. D'accord. Aucun rapport. Oui. Hein, c'était pas le... Voilà, donc ce lieu, il avait servi également de carrière de pierre, selon les dires du meunier, et il ne restait plus que les grandes pierres verticales, on appelle des orthostates, et puis une pierre également de couverture. Et selon les dires du meunier, l'entreprise qui exploitait la carrière de pierre là, avait cassé tellement de matériel qu'il abandonna le chantier. D'accord. Voilà. Donc il nous reste, heureusement qu'ils ont cassé beaucoup de matériel, il nous est au moins resté ces éléments. D'accord. Alors, il faut dire aussi qu'à cette époque, on se préoccupait peu de ce genre de monuments. Oui, voilà. C'est à l'occasion aussi de ces fouilles que furent découverts 2 autres dolmens, sans doute plus récents, et dont l'un contenait des os humains, d'un homme, d'une femme et d'un enfant, semble-t-il. Voilà. Et à la tête de chacune de ces restes était disposée une petite poterie. Oui, parce qu'on commence à s'intéresser à la préhistoire à partir de quel moment ? Ou à partir du 19e siècle. Hein. Je crois que c'est un petit peu aussi grâce à Prosper Mérimée, qui a été désigné, je crois, par Napoléon III, pour s'occuper justement de tout ce qui était des monuments et un petit peu du patrimoine historique français. C'est à partir du 19e, milieu du 19e siècle. D'accord. On a commencé vraiment à s'y intéresser. Ok, oui.
Un petit peu avant, je crois aussi, mais enfin pour les grands monuments. Mais alors, ce qui est aussi intéressant, moi, ce qui nous avait beaucoup frappé, c'est de considérer aussi, vous évoquiez toujours tout à l'heure que le monument, le domaine de la Croix, avait 5500 ans. Oui. Et tout à coup, on s'est dit, mais en définitive, c'était l'âge aussi des pyramides en Égypte. Or, on connaît beaucoup les pyramides en Égypte. D'accord. On est moins intéressé par les dolmens. Par les dolmens. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez pris conscience que votre jardin était extraordinaire, justement? Je crois que c'est un petit peu à ce moment-là qu'on a commencé. C'est surtout Elisabeth qui s'est intéressée un petit peu à cela. Oui. Et puis elle m'a embarqué dans le chemin. Oui, puis on peut rajouter quand même que grâce à la mer, l'association de sauvegarde des mégalithes aussi, oui, à Pornic, nous avions eu la visite d'un conservateur national du musée de Saint-Germain-en-Laye, qui était venu faire une visite dans le jardin, et c'est lui qui nous a ouvert les yeux sur la richesse de ce patrimoine. Voilà. Oui, parce que cette période préhistoire, visiblement, ça n'avait pas trop, ça vous intéressait pas plus que ça, mais vous aviez une vision de l'homme de Cro-Magnon, comme un petit peu tout le monde. Vous allez nous en parler, Elisabeth. Et puis, tout ça a changé un petit peu votre vision. Oui, comme l'avait dit Jacques, on avait peu d'intérêt et de connaissances sur la préhistoire. Donc la préhistoire, la période avant l'écriture. Nous partagions les clichés répandus de femmes et d'hommes des cavernes, sauvages à forte pilosité, vêtus de peau de bête, s'exprimant... Oui, c'est important, la forte pilosité. S'exprimant par grognement et portant un lourd gourdin. Donc vous voyez, c'était très sommaire, nos connaissances. Après de nombreuses recherches et la visite de lieux mégalithiques, nos lointains ancêtres nous sont apparus comme nos semblables. Au néolithique, période de la pierre polie, nos ancêtres se sont sédentarisés, puisqu'avant ils étaient nomades, et développé l'agriculture et l'élevage. Et ils se sont installés dans des endroits donc, comme Pornic, autour de sa nécropole. Ok, intéressant. Alors, Jacques, dites-nous un petit peu, vous, votre vision de l'homme de Cro-Magnon. J'avais une vision un petit peu analogue à celle d'Elisabeth. Pour moi, c'était des hommes d'anciens. J'imaginais aussi, comme l'évoquait Elisabeth tout à l'heure, vêtus de peau de bête, tirant les femmes par les cheveux, enfin des images, vous voyez, qu'on pouvait voir à l'époque. Et ce que l'on a découvert, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'on a découvert qu'en fait, à cette époque, qui était quand même l'âge encore de la pierre polie, ça c'était avant l'âge des métaux, qu'il s'agissait en fait d'hommes modernes, comme nous. Voilà. Et ça a changé radicalement la vision que je pouvais avoir un petit peu des hommes et des femmes de cette période. D'accord, intéressant. Et je crois que vous vouliez parler aussi un petit peu de ces pierres druidiques. Oui, alors c'est vrai que souvent on parle, quand on parle un petit peu des dolmens, ici à Pornic, on parle aussi des pierres druidiques. Oui. Alors, on ne sait pas trop parce que pourquoi parler des pierres druidiques alors que les druides sont intervenus vraisemblablement beaucoup plus tard. Oui, quel rapport alors? Voilà, quel rapport? Sans doute que c'est une croyance et que cette croyance est apparue peut-être au niveau du 19e ou un petit peu avant, à l'époque où on s'intéressait encore assez peu et à la période de la préhistoire, et où on s'intéressait peut-être plus aussi, on avait plus connaissance peut-être de la Gaule, avec ses druides, vous voyez, et c'est peut-être pour ça, avec les sacrifices peut-être qu'il pouvait y avoir, parce que il y a quelque chose aussi autour de ça, dont parfois on nous parle, quand on parle de pierres druidiques, on parle aussi de lieux de culte, de lieux de sacrifices humains, d'animaux, etc. Des légendes, ça se transforme en légende. légende. Pour nous, c'est plutôt sous forme de légende. Oui, ça n'a rien de véritable sur l'époque. Mais pour les habitants de Pornic, les natifs, ils ont joué souvent sur les pierres druidiques. C'est un terme qui vraiment résiste, sans doute parce qu'on a créé à partir de là tout un imaginaire de l'enfance et qu'ils y sont très attachés. Oui.
Bon, on est au sud de la Bretagne, hein, donc les Celtes et leurs légendes, voilà, c'est important. Alors justement, pour vous, alors on parle de dolmen, de cairn, de tumulus. Certains n'ont pas été fouillés d'ailleurs dans votre jardin, mais dites-nous un petit peu la différence. Qu'est-ce que c'est, un cairn, un tumulus? Alors, disons que le dolmen, c'est un petit peu je dirais, le squelette du tumulus. Ah oui, d'accord. Voilà. Le dolmen, c'est une construction donc mégalithique qui est constituée de pierres verticales sur lesquelles sont déposées des grandes pierres de couverture. Alors, ce sont de grandes pierres verticales sur lesquelles il y a des pierres de couverture. Comme le tumulus des mousseaux. Comme le tumulus des mousseaux, voilà, tout à fait. Alors, lorsqu'il n'y a que ces pierres verticales et la pierre de couverture, ce sont le dolmen. D'accord. Et ce dolmen, il est constitué, enfin le dolmen qui est dans le jardin, là, le domaine de la Croix, il est constitué d'une allée et de 3 chambres, hein, que j'évoquais tout à l'heure. 2 chambres latérales où était déposé sans doute un lieu de funéraire collectif, vraisemblablement. Et puis une chambre également en face. Voilà, une 3e chambre qui se trouvait en face. Un petit 3 pièces. Un petit 3 pièces, voilà, tout à fait. La particularité, c'est que le couloir est orienté aussi à l'est l'ouverture du couloir d'accès est orientée à l'est au solstice d'hiver. Au moment quand même très très réfléchi tout ça. Au moment de Noël, le soleil se lève juste en face de l'entrée du dolmen. Et puis la particularité aussi, c'est que il y a des pierres, 2 pierres de schiste blanc à l'entrée. Et ensuite, ce sont des pierres de grès. Juste me permet, oui, le quartz. Oui, Elisabeth. Le quartz blanc à l'entrée de chaque dolmen. À chaque fois, je fais une erreur. C'est du quartz blanc. Et ensuite, des pierres de grès, alors du grès rose, ferrugineux, du grès gris, etc. Mais à chaque fois, les pierres sont mises en vis-à-vis de couleurs. Les couleurs sont faites de vis-à-vis, comme si il y avait déjà un petit peu une recherche esthétique, selon moi. D'accord. Oui, dans cette recherche. Voilà. Alors là, ça constitue donc ça le dolmen. Lorsque ce dolmen, comme au niveau du mousseau, il est consolidé avec des pierres tout autour, parce qu'ils mettaient des petites pierres tout autour pour consolider le monument. Le squelette, squelette. On appelle ça un cairn. D'accord. Et sur ce cairn, souvent, était également déposé de la terre, c'était une butte, et à ce moment-là, ça devient un tumulus. Ah, d'accord. Voilà. Donc, en fait, c'est une évolution. C'est une évolution, voilà, dans la construction. Dans la construction. Et pour la consolidation, vraisemblablement, du dolmen. Oui. Voilà, pour le consolider. Qui a l'air assez efficace, puisque... Ça dure à travers le temps. Carrément. Lorsqu'on ne veut pas le démolir. Oui. Alors, pour le consolider, je pense aussi qu'il n'y avait aucun jour dans ces monuments. Justement, la terre, les pierres faisaient que c'était aussi pour préserver l'intimité des personnes décédées. C'est-à-dire qu'ils n'avaient aucun contact avec l'extérieur. L'extérieur. Ah d'accord. Alors, je crois que vous avez ces dolmens qui datent d'environ 5500 ans, mais... Ce que je peux peut-être rajouter, que la particularité également que l'on trouve dans le dolmen de la Croix, c'est qu'il y a une pierre, une orthostate, une pierre qui est gravée, qui comporte également des gravures. Oui. Alors, on a du mal à déchiffrer un petit peu ce qu'ils veulent signifier. Mais enfin, toujours pas. Il y a une crosse, genre de hache, il y a un dessin, on ne sait pas si c'est un animal, une haie, comme c'était le début aussi de la sédentarisation et de l'agriculture. Bon, on sait pas trop. Mais enfin, il y a des gravures. Des gravures, donc avis aux chercheurs, avis aux amateurs pour peut-être venir... Avis aux amateurs. Et donc, à l'intérieur, fut également trouvé des poteries. Oui. Par le baron
de Vim, des poteries, des pendeloques en pierre polie, et puis également des grattoirs, enfin des tas d'outils qui ont été découverts dans ce dolmen. Et bon, sachant que tous sont déposés, ils sont visibles aujourd'hui d'ailleurs au musée d'Aubray à Nantes qui vient d'ouvrir. Oui, alors justement, le musée d'Aubray à Nantes, qui vient récemment de réouvrir ses portes le 18 mai, là, Oui. c'est récent, parce qu'elles avaient été fermées au public pendant plus de 10 ans. Alors, la ville de Nantes informe que le site a été entièrement réhabilité, 2400 objets sont présentés au public, des restaurations ont été menées à grande échelle, la présentation des collections a été repensée et le parcours incite à la curiosité et l'accessibilité est devenue maximale. Les jardins ont été repensés, les abords aussi du musée ont pris un coup de jeune avec un réaménagement de la place Jean V, entre autres, et de la rue Voltaire. Donc, mais vous, à Pornic, Elisabeth, Jacques, vous bichonnez vos dolmens. Quel est leur état actuel, Elisabeth? Alors, quand nous avons acheté la maison, donc ces dolmens étaient cachés sous une très importante végétation. Nous pensons que les habitants précédents ne souhaitaient pas qu'ils soient visibles de l'extérieur. Donc, nous sommes efforcés de les mettre en valeur. Jacques aime bien, comme il vous l'a dit, jardiner, donc il a vraiment fait du gros nettoyage. Parce que pour nous, ces monuments historiques sont des œuvres d'art qui méritent d'être admirées par le plus grand nombre. Et en même temps, prendre conscience de cette époque souvent mal connue. Donc on assure un entretien simple et régulier maintenant. Oui, mais la première fois que vous avez découvert sous la végétation, c'était quoi votre réaction? Simple, comme je vous disais tout à l'heure, pour moi, une simple curiosité, D'accord. particularité de pouvoir avoir ces monuments un petit peu dans un jardin, quoi, chez soi. Oui. Et comme l'évoquait là Elisabeth, je crois que notre premier souci, ça a été de se dire qu'il fallait les mettre en valeur, qu'il fallait les mettre en évidence, qu'on ne pouvait pas les laisser comme ça dans la végétation et que c'était des monuments assez extraordinaires. Ouais. Voilà, qu'il fallait absolument mettre en valeur et puis à la portée de tous. D'accord. Alors, ce que j'ai omis aussi de vous dire tout à l'heure, quand je vous parlais un petit peu des dolmens là, précédemment, c'est qu'en fait, les deux autres dolmens qui sont situés sur la propriété, qui sont des dolmens plus petits, vraisemblablement, on pense peut-être des lieux d'inhumation plutôt familiales. C'est là que furent retrouvés justement les squelettes d'un homme, d'une femme et d'un enfant. Donc, ce qui nous fait penser que c'était plutôt peut-être familial. Qui sont pas du tout, ils sont beaucoup plus récents, vraisemblablement, que le dolmen de la Croix. Ils auraient à peu près 1000 ans de moins, selon les spécialistes. Et d'ailleurs, leur construction n'est pas tout à fait la même. Nous retrouvons les grandes pierres verticales, les orthostates, comme on dit, mais par-dessus également des pierres montées en encorbellement, les unes par-dessus les autres, des petites pierres plates. Ah oui, d'accord. Sur lesquelles repose la table. La grande pierre de recouvrement. D'accord. Actuellement. Et la particularité quand même de ces deux dolmens, qui sont le dolmen des trois squelettes et le dolmen qu'il a appelé près du moulin, c'est que l'entrée est orientée là, à l'ouest, au solstice d'hiver toujours. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Donc là, vous entretenez là avec passion ces dolmens autour de l'histoire de ces hommes modernes du néolithique. Votre vision a changé, je suppose. C'est pas banal, c'est clair, mais est-ce qu'il y a des restrictions ou des réglementations concernant la protection ou la modification de ce type de monuments? Avez-vous été contacté, par exemple, par des chercheurs ou des archéologues à propos de ces dolmens?
Oui, bien sûr. Il y a d'ailleurs des archéologues se sont intéressés à ces monuments. D'ailleurs, il y a un étudiant en archéologie qui a même fait sa thèse de doctorat sur le dolmen de la Croix. Alors, c'est une thèse qui est assez compliquée à lire, mais qui est quand même assez intéressante. Et nous avons eu l'occasion de le rencontrer, d'ailleurs. Il était venu un jour... Il avait demandé l'autorisation de venir visiter le dolmen avec un collègue espagnol qui était en visite dans la région. Mm-hmm. Alors nous avons parfois aussi la visite de chercheurs donc, et de spécialistes. On a eu la visite par exemple d'un chercheur anglais qui souhaitait retrouver la trace des 3 squelettes pour en comparer l'ADN. Parce qu'il travaillait sur les voies de migration de l'époque, pensant que peut-être il y avait des liens entre l'Armorique et puis les îles britanniques. Alors, je sais pas, il faisait traverser la mer, oui. Voilà. Et donc nous l'avons orienté vers le musée d'Aubray, évidemment, où ils sont déposés. Mm-hmm. Il nous arrive aussi de recevoir des demandes de visite par des géobiologues, alors ça n'a plus rien à voir avec l'archéologie, mais des géobiologues pour l'aspect supposé énergétique, je dirais, du lieu, qui semblerait détenir un vortex. Oh là, voilà. Ça n'a jamais été aspiré encore Non. Pas encore, mais on est sûrement très énergique. Oui. On nous pose souvent la question d'ailleurs, et moi j'ai l'habitude de répondre, de dire que en fait j'y dors très bien là. Oui. D'accord. Bon, oui. Voilà. Et très puis bien. Il y a aussi des amateurs qui nous sollicitent également, divers et variés quoi, souvent pour ce lieu un petit peu qui est supposé énergétique. Oui. Oui. Enfin, vous dormez bien, c'est voilà, déjà. C'est déjà. Mais est-ce que vous dormiez bien avant d'habiter je dormais déjà pas mal. Pareil pour moi. Alors le site, vous évoquiez tout à l'heure les restrictions que l'on peut avoir. Alors, effectivement, le site est inscrit au patrimoine des monuments historiques et nous pouvons réaliser dans le jardin aucun travaux d'envergure sans une demande d'autorisation préalable et sans autorisation préalable. Mais enfin, on n'a pas le droit de creuser, par exemple. Adieu les piscines, donc pas piscine. Pas de piscine. Non. Et puis, mais ça nous intéressait pas trop. Non. On a la mer à proximité. C'est vrai. C'était suffisant. Et puis... je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Peut-être si des contraintes aussi, parce que quand on a acheté la maison, il y avait un des arbres qui était malade et qui devait être abattu d'après les spécialistes. Et donc, si on veut abattre un arbre, notre demande d'autorisation part au ministère de la Culture. Donc, ça a mis à peu près 6 mois pour avoir une réponse positive. Donc, vous voyez, on est très sous surveillance. Oui. Oui, on a trouvé ça assez extraordinaire d'adresser une demande d'autorisation d'abattage des arbres à la mairie de Pornic. Et un mois plus tard, on nous disait qu'il fallait attendre parce que c'était parti au ministère de la Culture à Paris. Ah, vous êtes repéré. Voilà. Pour nous, Nantes aurait peut-être suffi. Non. Mais non. Pour des dolmens de 5500 ans, quand même. Oui. Bah oui. Hein. Donc, écoutez, on va faire une première petite pause musicale. Je demande à mes invités à chaque fois de choisir des chansons qui leur parlent en thème avec le sujet. Et là, je crois que, Elisabeth, vous avez choisi quel morceau alors pour cette première pause musicale ? L'homme de Cro-Magnon. Alors j'ai été scout très longtemps pendant ma jeunesse et j'aimais beaucoup chanter cette chanson, L'homme de Cro-Magnon, en canon. Très Donc, bien. ce nom a été donné, Cro-Magnon, à des restes de fossiles d'Homo sapiens. En fait, c'est récent, cette découverte, en 1868, dans un abri qui s'appelait l'abri de Cro-Magnon en Dordogne. Mais aujourd'hui, on n'emploie plus trop ce terme. À part dans les séries ou les bandes dessinées, on parle d'Homo sapiens ou d'homme moderne. Ok, très bien. Alors, on va écouter tout de suite les 4 barbus avec donc l'homme de Cro-Magnon.
C'était au temps de la préhistoire, il y a 200 ou 300 000 ans, vint au monde un être bizarre, proche parent de l'orang-outan. Debout sur ses pattes de derrière, vêtu d'un slip en peau de bison, il allait conquérir la terre, c'était l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro, l'homme de Man, l'homme de Gnon, l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon. Armé de sa hache de pierre, de son couteau de pierre itou, il chassait l'ours et la panthère, en serrant les fesses malgré tout. Devant le diplodocus en rage, il se faisait tout de même un peu petit, en disant dans son langage, vivement qu'on invente le fusil. L'homme de Cro, l'homme de Man, l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon. Il était poète à ses heures, disant à sa femme en émoi, tu es belle comme un dinosaure, tu ressembles à Lolo Brigida. Si tu veux voir des cartes postales, viens dans ma caverne tout là-haut, je te ferai voir mes peintures murales, on dirait du vrai Picasso. L'homme de Cro, l'homme de Man, l'homme d'Oignon, l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon. 200 000 ans après sur terre, comme nos ancêtres nous admirons, les bois, les champs et les rivières. Mais s'il revenait, quelle déception, nous voir suer 6 jours sur 7, il dirait sans faire de détails, faut-il que nos héritiers soient bêtes pour avoir inventé le travail. L'homme de Cro, l'homme de Man, l'homme d'Oignon, l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon. Dans le micro de Lilou, on parle de tout presque, donc avec Elisabeth Donnelly et Jacques Ravaud qui ont acheté une ferme en 2013 à Pornic sur un secteur bien particulier et qui depuis donc bichonne 3 dolmens qui font leur bonheur et celui des amoureux des vieilles pierres. Alors, est-ce que vous avez eu des expériences particulières liées aux dolmens qui vous ont marqué, Jacques ? Oh oui. Oui, nous avons parfois des rencontres surprenantes et originales. Oui. Tel un jour, lors de Journée du patrimoine, on a vu apparaître un homme avec un appareil, genre appareil magnétique dans la main, oui. Et qui disait pouvoir lire un petit peu les parcours de nos ancêtres sur le territoire. Bon. Oui. Il est resté très longtemps d'ailleurs. On a cru qu'il ne partirait jamais tellement il était passionné par son histoire. Et est-ce que son appareil faisait bip bip ou quelque chose comme ça ? Non, même pas. Mais il devait avoir une aiguille. Voilà. Il consultait son appareil très très souvent. Mm-hmm. On a eu aussi, on évoquait tout à l'heure peut-être les sources d'énergie qu'il peut y avoir sur le terrain, mais il est vrai qu'à l'occasion aussi d'une journée du patrimoine, on a une femme qui est entrée et puis qui est ressortie aussitôt parce qu'elle ne supportait pas l'énergie sur le terrain. Voilà. C'est possible, hein ? Ouais, c'est possible. Ben nous, vous savez, on n'a pas de jugement par rapport à ça. Bien sûr. On accepte, on accueille. Tout à fait. Elle sentait des sensations néfastes et donc voilà. Alors puis nombre de personnes interprètent aussi des fois les gravures sur la pierre. Oui. Ouais, c'est toujours intéressant d'écouter un petit peu les interprétations comme ça qu'ils peuvent avoir. Et puis on fait aussi souvent quand même de très belles rencontres. Des personnes qui nous donnent aussi des tas d'informations sur cette période, sur la période néolithique, et puis sur des lieux à visiter. Oui. Ce qui fait que maintenant, on part souvent à la chasse aux dolmens. La chasse aux dolmens. Et il y en a. Donc vous recevez régulièrement des visiteurs, Elisabeth ? Oui, nous avons des visites régulières avec l'Office du tourisme dans le cadre des visites des passionnés. Et on ouvre aux Journées du patrimoine, donc, qui auront lieu ici le week-end prochain.
Des personnes nous contactent régulièrement. Ça marche beaucoup par le bouche à oreille. Il y a même des personnes qui passent devant, qui s'arrêtent et qui sonnent pour voir s'ils pourraient jeter un œil. Beaucoup de voisins ignoraient totalement la présence de ces dolmens. Et donc, ça a été l'occasion pour eux aussi de les découvrir. Nous avons eu aussi, c'était très intéressant, 2 classes. C'était l'école des Sablons. Et c'est vrai que là, les enfants interprétaient beaucoup les dessins. Il y en a un qui a vu un dolmen. C'était vraiment... Ils y ont montré beaucoup d'intérêt. Ok, oui, c'est sûr que ça intéresse les enfants. Hein. Ils sont tellement curieux. Donc, on peut le dire, hein, grâce à vous, hein, c'est une véritable richesse patrimoniale qui est bien gardée, qui est mise en valeur, qui est partagée. Et du coup, hein, une passion est née chez vous. Et vous allez régulièrement visiter d'autres sites remarquables. Et lesquels vous ont le plus marqué, Jacques ? Alors, bon, il est vrai que depuis que nous avons ces monuments dans le jardin, ça redéfinit un petit peu parfois nos voyages, nos déplacements. On essaie toujours un petit peu de les associer parfois. Vous parliez de chasse aux dolmens. Oui, avec des visites de dolmens. Bon, à titre d'exemple, on a visité évidemment d'Issignac, qui se trouve à Saint-Nazaire, un magnifique tumulus pour le coup. Un vrai tumulus qui est recouvert avec de la terre et de la végétation. À Saint-Nazaire, un site remarquable également de tumulus que l'on trouve à Bougon. Je crois que Bougon, c'est dans les Deux-Sèvres. C'est situé entre Poitiers et puis Niort. Et là, vous avez également un musée sur cette période néolithique à visiter. Ce qui est intéressant aussi, c'est sur ce site, on voit les expérimentations qui ont été faites par des archéologues en pratique pour essayer de rechercher un petit peu la façon dont les hommes de l'époque et les femmes de l'époque pouvaient construire un petit peu ces monuments. Et avec des pierres. Avec ces pierres qui pèsent plusieurs tonnes. Oui. Moi, j'ai estimé que les pierres de couverture dans notre jardin, elles pèsent déjà à peu près 3 tonnes. Mais bon, il y a mieux. Encore, oui. Il y a beaucoup plus. Oui. Et il y a beaucoup de mystères encore autour de ces pierres. Sur les façons de construire. On a visité aussi dernièrement la gigantesque dolmen qui serait le plus grand d'Europe, soi-disant, qui se trouve à Bagneux. Okay. Mais pas Bagneux en région parisienne, Bagneux près de Saumur. Il fait 34 mètres de long, 4 mètres de hauteur et avec des pierres de 18 tonnes. Wow. Bon, fallait les déplacer déjà. Gavrini, je crois aussi. Alors Gavrinis, bien sûr, on est allé sur l'île dans le golfe du Morbihan, à Gavrinis, tout à fait. Et puis nous avons également visité un dolmen en Irlande. Lorsque l'on est allé faire un voyage en Irlande, on a essayé de voir ce qui pouvait exister là-bas. Et alors c'est à Newgrange où il y a un tumulus de toute beauté dans un paysage magnifique. Voilà, donc on associe toujours un petit peu nos voyages maintenant avec des recherches. Les chasseurs de dolmens, vous êtes devenus... La France est riche de ce patrimoine. Alors, oui, tout à fait, la France est riche un petit peu de ce patrimoine, en particulier dans l'Ouest, mais également en Auvergne et dans d'autres régions de France, mais aussi je crois qu'il y en a pas mal en Espagne, au Portugal un petit peu. Mais la France est riche de ce patrimoine, mais ce que l'on trouve aussi justement découvert. Quelquefois dans notre chasse, on est bredouille, parce qu'il y a beaucoup de dolmens qui sont complètement laissés à l'abandon, un peu comme dans notre jardin il y a quelques années, recouverts par de la végétation, on les voit à peine. Oui. On a rencontré de nombreux voisins qui ne savaient même pas qu'il y avait un dolmen au bout de leur terrain. Il y en a tellement qu'il est difficile, je pense, pour les DRAC de pouvoir tout entretenir. Il y a certains archéologues, dont un qu'on avait rencontré, qui essayent déjà de répertorier tout ce qui existe en France. Un catalogue, oui. D'accord. Parce que c'est vrai que je crois que beaucoup imaginent que ces pierres n'ont pas de valeur, quoi. Ah oui. Oui. Certains dolmens se trouvent au milieu des champs, par exemple, dans la nature, hein, ils sont tous à proximité de villages ou de villes. Et je pense qu'à certains moments, c'est peut-être plus gênant pour les agriculteurs qu'autre chose.
D'accord. Bon, écoutez, merci une nouvelle fois à tous les deux pour de partager cette passion et de permettre au public, bien sûr, d'aller à la rencontre de ces vieilles pierres qui parlent à certains. Oui, Exactement. Et avant de parler de votre actualité, de l'actualité de votre jardin, et pas comme les autres, quand même, un jardin un petit peu différent, on va dire, que vous ouvrez au public, on va faire une seconde pause musicale. Et là, vous avez choisi quelle chanson, Jacques, et pourquoi ? Alors, je crois que vous avez... récemment. Oui, récemment, oui. Oui, depuis 2 ou 3 ans, tous les ans, à la fin de l'été, nous organisons une petite manifestation dans le jardin. Ah ouais ? Avec nos amis, des réseaux qu'on s'est constitués sur Pornic et la région. Donc la première fois, ce fut une pièce de théâtre. Oui. Et puis l'an dernier, ce fut un groupe de musiciens qui faisaient de la musique d'Anceny, qui faisaient de la musique latino-américaine. C'était extraordinaire. Et puis cette année, justement, dans ce groupe, l'an dernier, il y avait le guitariste de Georges Brassens, Joël Favreau, qui participe à ce groupe, qui composait ce groupe. Et donc, il nous a proposé éventuellement de venir. Et il est venu cette année, il y a 15 jours maintenant. Heureusement, nous n'avons pas eu de pluie dans le jardin. Et il nous a vraiment enchantés avec des reprises de chansons, évidemment, de Georges Brassens. J'imagine. Son guitariste pendant de nombreuses années. Et puis également une chanson de sa composition qui s'appelle Préhistoire et voilà, qui nous a un petit peu enchantés. Et en écoutant un petit peu cette chanson, je me disais, mais sommes-nous plus heureux aujourd'hui qu'hier ? Telle est la question. Donc on écoute Préhistoire de Joël Favreau. Homme des cavernes, dans ta grotte en béton, tu t'enfermes au milieu d'un immeuble moderne, dans la ville sauvage. Et sur le roc, le sorcier ne dessine plus d'auroch, mais t'envoie dans une boîte en plastoc ta ration de mirage. Dis Cro-Magnon, quand tu prends le métro ou l'avion pour aller à la chasse au pognon, te sens-tu moins fragile? Comme ton grand-père, tu retrouves son vocabulaire quand s'approche un de tes congénères de ton automobile. Tu changes le décor et quelques accessoires. Tu as de nouveaux costumes et de nouveaux tabous. Mais toi, tu nages encore en pleine préhistoire. Et tu ne sais toujours pas ce que tu joues. Pithécanthrope, tu as beau taquiner l'isotope, tu peux flanquer le feu à l'Europe, la Terre en a vu d'autres. Et ça se croit puissant, parce que ça va vite. Mais à tourner en rond, tu ne fais que du vent. Et tes bombes à neutrons, guidées par satellite, c'est le tonnerre au pouvoir d'un enfant. Néandertal, tes fusées intercontinentales sont prévues pour des luttes tribales, et ce serait dommage. Homme des cavernes, dans ta grotte en béton tu t'enfermes. À la télé on donne un western où l'on tue des sauvages. Des sauvages. Des sauvages.
très jolie chanson de Joël Favreau, Préhistoire. Alors merci Elisabeth, merci Jacques. Nous sommes toujours ensemble donc dans le micro de Lilou, on y parle de tout ou presque. Et le public va pouvoir bientôt découvrir vos 3 dolmens, pierres druidiques, dans votre jardin lors des 41e éditions des Journées européennes du patrimoine, sur le thème, sur cette année, du patrimoine des itinéraires, des réseaux et des connexions et du patrimoine maritime, qui se déroule donc ce week-end. C'est 21 et 22 septembre partout. Alors, ici à Pornic, quand et comment venir voir votre jardin aux vibrantes énergies, Elisabeth? Notre jardin, qui est situé 29 chemin des Mousseaux, je le dis si les personnes souhaitent venir, oui, sera ouvert au public donc le dimanche 22 septembre de 14h à 17h. On assure pour ceux qui le souhaitent, c'est pas obligatoire, il y a des personnes qui viennent, qui préfèrent déambuler et faire par eux-mêmes. Nous, on propose aussi une visite guidée pour expliquer un peu sur les traces du baron de Vimy, tout ce qu'il y a dans le jardin. Mmh. Et on affiche des dessins du baron de Vimy, c'est-à-dire ce baron, il était archéologue, chercheur, mais il a aussi beaucoup dessiné, et c'est très intéressant sur la vie de Pornic de cette époque. Il a dessiné aussi, lorsqu'il a fait les fouilles, chaque dolmen qu'il a trouvé, en mettant des précisions sur les couleurs, la taille des pierres, etc. Et c'est vraiment une richesse extraordinaire. Ok, alors je crois aussi, Elisabeth, que vous avez écrit une nouvelle qui s'appelle Les ailes du moulin et qui est une espèce de dialogue entre 2 ailes de ce moulin. Racontez-nous un tout petit peu. Oui, cette année, la bibliothèque et la librairie qui est là, c'est fermé maintenant, de Sainte-Pazanne, avaient organisé un concours de nouvelles, le prix Maurice Réty, avec la Société des historiens de Sainte-Pazanne, où il s'agissait de mettre en valeur un lieu qui nous était cher dans le pays de Ré. Et évidemment, le lieu qui m'est cher, c'est notre jardin et les découvertes du baron de Vimy. Donc j'ai imaginé et fait renaître les ailes du moulin, donc, qui est à côté de chez nous, et qui relatait, au moment des découvertes de Vimy, c'est-à-dire en août et septembre 1875, ce qui se passait dans Pornic, les transformations qu'il y avait déjà, qui enchantaient certains et en rebutaient d'autres. Donc j'ai gagné ce prix, la nouvelle sera publiée dans la prochaine revue de la Société historique de Sainte-Pazanne. Très bien, donc Les ailes du moulin par Elisabeth Donnelly. Ok, on arrive à la fin de cette émission. Jacques, un dernier mot. Oui, le dernier mot serait pour dire aussi que à l'occasion de cette visite du jardin, vous pourrez également aller visiter, admirer le tumulus des Mousseaux, qui se trouve à proximité, donc, et avec le concours de l'association des mégalithes en Ré. R-A-M-E-R. Voilà, la mer. Qui font également des visites commentées, puisque lors des journées du patrimoine, mais également à l'occasion aussi de journées organisées, de visites organisées par l'Office du tourisme. L'Office de tourisme. Nous faisons en collaboration des visites entre le tumulus des Mousseaux et puis également notre jardin. D'accord, très très bien, très très bien. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait un petit peu, on a fait pas mal le tour de votre jardin extraordinaire. Extraordinaire. Je vous remercie encore 1000 fois d'être venu au micro donc de Jade FM. Vous partagez cette passion autour de l'histoire des hommes modernes et du néolithique, entre autres, dorénavant. Donc, merci une nouvelle fois pour ça, pour ce bon moment. Et n'hésitez pas, bien sûr, à aller à la rencontre lors de ces prochaines journées européennes du patrimoine. Alors, on trouve le programme à l'Office de tourisme, sur les sites internet également de la ville, etc. Donc, merci 1000 fois, Jacques. Merci Elisabeth. Je vous souhaite de bonnes visites pour ce week-end. J'espère que vous n'aurez pas trop de monde, un petit peu, mais pas trop non plus.
Non, ce qu'on espère surtout, le monde, ça va, c'est facile à gérer, c'est plutôt la pluie qui nous soucie. Ah oui, mais je crois qu'il va faire beau. Hein. Oui, je crois que dimanche après-midi, pluie dimanche matin, Et l'après-midi? interruption, Ah d'accord, impeccable. impeccable. À vous les Voilà. belles pierres et l'histoire donc de ces dolmens. Oui. Et merci Lilou de votre invitation. Ah, je vous en prie. Merci aussi. Merci à vous. Merci. Donc moi je vous dis à très bientôt sur ZFM pour une prochaine émission. Dans le micro de Lilou, on parle de tout ou presque. Et merci encore Elisabeth, merci Jacques. À bientôt et à tous, portez-vous bien.